Je vais partager ma présentation en deux parties. La première, c'est les constellations, donc du sextant aux constellations GNSS, donc tout ce qui est positionnement, et la deuxième partie sera sur les télécommunications. Alors j'ai repris en grande partie des éléments de mes collègues qui sont sur la navigation et que je cite ici, merci à eux, même s'ils ne sont pas là pour l'entendre. Je ne vais pas m'appesantir sur le sextant et son fonctionnement avec les horloges d'Harrison, parce que je pense que je dirais de grandes bêtises. Donc je vais passer directement au principe du fonctionnement du GNSS. Alors GNSS, c'est Global Navigation Satellite System. Ce principe-là est commun à tous les systèmes, dont le GPS que tout le monde connaît bien. C'est un principe de positionnement par trilatération, c'est-à-dire que en fait vous mesurez, chaque satellite vous dit où il est et à quel instant il envoie le top. Vous mesurez combien de temps le signal a mis pour arriver jusqu'à vous, et ça vous donne la distance entre vous et le satellite. Donc vous êtes sur une sphère autour du satellite. Vous faites ça avec 3 satellites différents. L'intersection des 3 sphères, il vous reste plus que 2 points. Il y en a un qui est sur la Terre et il y en a un qui est loin dans l'espace. Donc vous savez où vous êtes. Avec ce système-là, il manque quelque chose, c'est que l'horloge de votre téléphone portable, et elle est quand même très très mauvaise par rapport à la précision qu'il faut pour se positionner. Donc en fait, on va utiliser une 4e mesure pour corriger l'horloge du terminal utilisateur. Donc il faut au moins 4 satellites pour se positionner. Si vous en avez plus, et plus vous en avez, et meilleure est la mesure. Je vais présenter le système Galileo, qui est le système mis en place par l'Europe, qui est d'ailleurs dont la naissance a été démarrée à Toulouse au travers des systèmes d'augmentation du GPS dans une première génération qu'on appelle EGNOS, et qui maintenant a donné lieu à la création d'une constellation européenne. L'état actuel, c'est 22 satellites en orbite. Alors l'opération complète était prévue pour les mois qui arrivent. Manque de choses avec les problèmes de la Russie et des arrêts de tir Soyouz. On est en train de chercher d'autres solutions pour lancer les satellites qui restent à lancer pour atteindre la pleine capacité. Pour autant, les satellites sont assez nombreux en orbite, vous en avez déjà 22. C'est totalement interopérable avec GPS et les autres systèmes qui sont Beidou, chinois et GLONASS russe. Donc en fait, vous pouvez additionner tous les satellites pour obtenir votre position. Donc vous avez déjà un très bon service avec les signaux Galileo existants, complétés par quelques autres satellites. Un zoom sur le segment sol pour montrer un peu la place de l'outre-mer français sur les points de mesure pour monitorer les satellites et envoyer les corrections. Vous voyez qu'on utilise largement les sites français à l'outre-mer. Côté métropole, on a 2 sites en France. La gestion des clés du signal sécurisé, puisque le système européen, sur impulsion très forte de la France, inclut un système à accès réservé pour les utilisateurs autorisés type militaire. Et à Toulouse, on a la gestion des performances du système. Les grands services, donc ce qui est le plus connu, c'est l'open service, c'est le service par défaut auquel tout le monde a accès, qui donne un système de positionnement comme on vient de le dire. Et vous avez, qui arrive bientôt, un système d'alerte à la population où vous recevrez directement sur vos téléphones portables des alertes en fonction de la zone dans laquelle vous êtes, qui utilise un signal Galileo pour transmettre une information d'alerte et de conduite à tenir. Le service à accès réglementé dont j'ai parlé précédemment, qui est réservé à quelques Happy Few. Le service de Search and Rescue, donc, qui vient compléter les systèmes existants à bord de charges utiles, enfin d'équipements spécifiques à bord des satellites Galileo, qui amène notamment l'acquittement, qui permet de dire à celui qui a lancé la détresse, oui, vous avez bien été entendu et on arrive. Cette communication dans les 2 voies va s'accentuer avec les évolutions qui arrivent. Encore plus de précision, on va voir que Galileo est déjà un très bon système, et une authentification. En fait, ces systèmes-là, ils sont faciles à brouiller, ils sont aussi faciles à leurrer, c'est-à-dire faire semblant, vous émettez un signal qui est comme du Galileo et qui modifie la position calculée par l'utilisateur. Donc il y a un intérêt de plus en plus fort d'authentifier pour que les terminaux n'utilisent que les signaux autorisés.
Safety of life, c'est les utilisations, sécurité de la vie, typiquement aérien, qui sont en train d'être implémentées. C'était prévu dès le départ du système, ça a mis longtemps. En termes de performance, aujourd'hui, Galileo est le système le plus performant. Alors c'est aussi le plus récent, ça aide. On a d'excellentes horloges à bord qui font la grande partie de la précision. C'est un système qui est nativement multifréquence, donc on corrige la ionosphère aussi. Donc à l'arrivée, le système Galileo, c'est à peu près 1 mètre de précision pour du GPS qui est autour de 2 mètres, voire 10 mètres en monofréquence. Vous avez là les comparaisons, c'est sur plusieurs mois, c'est 3 fois la même chose, et c'est les comparaisons avec Beidou, GLONASS, GPS et Galileo. Les chiffres les plus faibles que vous voyez ici, c'est les chiffres de Galileo. Les évolutions, pardon, j'en ai déjà parlé. La seule dont j'ai pas parlé, c'est la 2e génération des satellites qui est en cours de commande et qui va encore augmenter les capacités du système avec des satellites beaucoup plus conséquents, mais beaucoup plus puissants aussi, notamment au niveau de la puissance du signal et des améliorations comme par exemple le temps de calcul de la première position. Combien il y a de terminaux dans le monde? En fait, une grande partie de la salle doit utiliser Galileo sans le savoir. Il y a un petit... Vous chargez par exemple une application qui s'appelle GPS Test et vous verrez tous les satellites que vous voyez et vous verrez si votre téléphone portable reçoit Galileo ou pas et est capable de l'exploiter. Bon, pour la petite histoire, pas le mien, pourtant je travaille au CNES et c'est un téléphone CNES, ça va venir. Là, donc sur la partie navigation, c'était assez facile parce que ce sont des systèmes régaliens et on en a en Europe, donc j'ai axé ma présentation là-dessus. Sur les télécommunications, on est dans un monde commercial qui a atteint une maturité commerciale au niveau spatial depuis longtemps. Donc je vais faire plutôt un panorama de l'ensemble des solutions qui existent. Pas très décliné sur le monde maritime parce que je ne connais pas plus que ça le monde maritime, donc c'est une présentation très générale. Les premières classes de systèmes qui existent, ce sont les systèmes géostationnaires, donc ce sont des satellites qui tournent à la vitesse de la Terre, donc qui paraissent pour nous fixes dans le ciel, et qui sont optimisés pour fournir du très haut débit à tout le monde, à un maximum d'utilisateurs, à des millions d'utilisateurs, des centaines de millions. Ils sont fixes, donc ils servent une zone de service donnée. Donc vous voyez en haut là, le service KASAT sur l'Europe et le nord de l'Afrique. En termes de débit individuel, on est largement bon pour une visio médicale, puisqu'on est aujourd'hui à des chiffres de 100 mégabits descendants et 10 mégabits montants. Donc ce genre de système sur des bateaux, installés sur des bateaux en mer, et ça se voit de plus en plus, c'est des systèmes qu'on appelle VSAT. Permettent sans problème une visioconférence pour les bateaux qui sont équipés. Donc ça, c'est absolument tous les débits de l'accès Internet. Des systèmes beaucoup plus légers, on en a parlé aussi dans les présentations précédentes avec Inmarsat, ce sont des systèmes à débit plus limité, qui font de la voix, qui font du petit message et qui font de l'accès Internet bas débit selon les terminaux et les prix d'abonnement. Vous avez des systèmes géostationnaires et vous commencez à voir arriver aussi les constellations de première génération avec des terminaux simples qui sont omnidirectionnels, comme ça, vous pouvez le mettre dans tous les sens, ça marche. Ça, c'est les premiers systèmes. Donc, ces systèmes-là sont soit géostationnaires, vous avez Inmarsat dont on a déjà parlé, Thuraya, et vous avez des systèmes défilants type Iridium ou Globalstar qui sont aussi un peu connus, peut-être moins dans le grand public, avec des terminaux en maritime qui ressemblent un petit peu à ça. L'Internet des objets, je vais y aller très vite. Il y a 2 grands principes, c'est soit l'objet communique directement par satellite, soit en fait on passe par un concentrateur qui lui-même communique par satellite, et là on retombe sur les solutions précédentes. Sur les accès directs, vous avez des petits terminaux de ce type-là, c'est des petits trucs comme ça, et qui permettent de l'accès direct des objets avec des coûts d'abonnement qui restent aujourd'hui significatifs par rapport aux abonnements des systèmes terrestres, mais c'est en pleine révolution. Il y a énormément de projets qui sont en train de naître autour de ces besoins-là d'Internet des objets. En résumé, vous avez les satellites géostationnaires qui sont loin de la Terre, qui ont une certaine latence, mais qui permettent du très haut débit avec des terminaux pas chers. Vous avez des terminaux toujours assez simples sur les constellations de première génération avec des débits
moins important. Et vous avez ce qui est en train d'arriver, qui sont les constellations très haut débit. Tout le monde a entendu parler de Starlink, avec des milliers de satellites en orbite. Ça, c'est des dizaines de satellites. Ça, c'est des milliers de satellites, des dizaines de milliers. Il y en a qui parlent de 300 000 satellites. Il y a des projets comme ça aujourd'hui, avec des terminaux qui, pour le coup, doivent viser sans arrêt un satellite, puis un autre, donc avec des technologies de terminaux qui ne sont permises que par les évolutions récentes des technologies, avec des terminaux qui restent relativement chers. Alors, faites pas attention aux chiffres, ils ne sont pas actualisés, mais juste pour montrer le nombre de satellites en orbite avant l'arrivée de ces nouvelles constellations et ce qui est en train de se passer aujourd'hui avec les lancements. Starlink a lancé en un an plus de satellites que ce qu'il y avait déjà d'opérationnels en orbite. Donc ça vous montre, et au niveau des débits disponibles pour les constellations de télécom, c'est pareil, c'est vraiment une révolution. Les projets les plus connus, les plus avancés, il y en a plein d'autres qui sont en train d'arriver. O3B, alors O3B c'est bien connu dans le monde maritime parce qu'il y a une grosse utilisation sur les plateformes pétrolières ou les gros navires. Ça sert plutôt la zone équatoriale et c'est du relais de communication cellulaire et des grosses communications sur des gros besoins. Ça c'est opérationnel, c'est financé, ça existe et ça tourne. Starlink, il y a la moitié de la première phase de constellation qui est lancée et si les services sont ouverts sur une partie du monde. OneWeb, on va le voir après, je vais décliner, pareil. Et après, les projets comme Telesat ou Kuiper d'Amazon, ce sont des projets qui sont encore dans des phases de concept, on va dire. Et après, la Chine a clairement des ambitions, même si aujourd'hui elle n'est pas complètement en route, elle a des ambitions claires et la Chine qui a des ambitions, ça va finir par donner quelque chose. Prochainement, j'entends. Donc O3B, j'en ai déjà parlé, c'est des grosses capacités, donc c'est des gros clients, c'est par exemple du relais de téléphonie mobile, c'est des plateformes pétrolières, donc ou des bateaux de croisière de ce style-là. C'est opérationnel, ça demande des antennes comme ça assez conséquentes pour suivre un satellite, puis le suivant. SpaceX, Starlink, c'est visé résidentiel, donc c'est l'accès à Internet de monsieur tout le monde. Plutôt les pays riches, parce que c'est 500 € le kit de départ et 100 € par mois, à comparer à vos 30 € habituels français sur vos box. Ça marche bien, ils font beaucoup de buzz, techniquement ils sont très forts. Après l'équilibre économique de cette constellation-là dans le temps, il faudra voir, c'est quand même la grosse incertitude. Ils n'ont pas de service en nomade mobilité aujourd'hui, donc en maritime ça veut dire que ça ne va pas fonctionner. Mais ils ont une demande en cours auprès de l'autorité de régulation des télécoms, donc ils devraient étendre leurs services prochainement avec des terminaux adaptés. Les terminaux actuels ne permettent que du fixe. OneWeb, c'est l'autre qui a déjà tiré la moitié de sa constellation. L'autre système, c'est un système, autant Starlink est américain, autant OneWeb a une part européenne. Il a été racheté notamment par l'État anglais et il y a l'opérateur Eutelsat français qui détient 20% du capital aujourd'hui. Donc et Airbus est impliqué dans la fabrication des satellites. Donc c'est un système qui est beaucoup plus européen. Pas Toulouse pour la fabrication des satellites, mais la conception a été faite ici. C'est un système qui est différent parce que c'est pas de l'accès grand public, c'est plutôt du professionnel, c'est commercialisé via des accords avec des opérateurs de télécom, donc ça vise des créneaux un peu différents. Dans le maritime, clairement, c'est un secteur qui le vise directement. Il y a d'ailleurs déjà des terminaux maritimes, je crois, qui sont conçus. Donc c'est une ouverture de service qui est progressive, qui est plutôt sur l'hémisphère, sur les hautes latitudes pour l'instant, puisque la constellation n'est pas complète, mais c'est en train de s'ouvrir. Les enjeux, ce sont des systèmes qui coûtent extrêmement cher. Typiquement, le prix d'un système comme ça, c'est 10 milliards pour la première génération. Donc, il faut arriver à lever ces fonds-là. Ce sont des fonds privés, sauf la Chine, sans doute. Ce sont des systèmes extrêmement complexes. Ce sont des choses qu'on ne savait pas faire il n'y a pas longtemps et qui épatent encore certains d'entre nous sur des parties du système. C'est quand même absolument incroyable ce qui est en train d'être fait. Il y a un problème de lanceur. Pour lancer 600, 4000 satellites, ça ne se fait pas comme ça. Il y a un problème d'accès au spectre. Il y a un problème d'accord de chaque pays. Chaque pays doit dire oui, je suis d'accord pour que sur mon pays, ce système-là desserve les personnes.
Ça paraît idiot, mais quand c'est pas parce qu'on est en l'air qu'on a le droit de l'utiliser au sol, n'importe où. Et notamment, par exemple, le Landing Rights, l'Inde a clairement pris position récemment en disant « Arrêtez de prévendre Starlink sur mon territoire alors que j'ai pas dit oui ». Voilà, donc il y a des enjeux géopolitiques extrêmement importants et qui viennent jouer sur les capacités de ces systèmes à être rentables quand ils sont accessibles que sur une partie du monde. Donc il y a beaucoup d'enjeux, dont une certaine partie a été résolue, le reste, on verra. Vu des utilisateurs, les prix des terminaux, c'est plus cher que des terminaux type parabolique. Par contre, ça s'installe super facilement. Et les prix des services, c'est pareil, c'est un peu plus cher. La qualité est au rendez-vous. Et l'avantage de ces constellations, le raisonnement de base de ces constellations, j'ai oublié de le dire, c'est de baisser la latence aujourd'hui. Donc, d'avoir des temps de réaction, de navigation plus fluides, par exemple, sur Internet. Vu des États ou du grand public ou de l'humanité, ça pose un certain nombre de questions. L'accès au spectre, ça c'est régulé par des lois internationales, tout va bien, c'est géré, même si c'est pas simple, c'est géré. Il y a des droits on pose des filings, des demandes d'autorisation d'émettre et on se coordonne avec ceux qui ont eu les droits avant nous. Il y a des problèmes de pollution lumineuse. Qui n'a pas entendu parler des perturbations astronomiques, des astronomes qui ont porté plainte au COPUOS d'ailleurs, qui est l'utilisation pacifique de l'espace. Là, par contre, il n'y a pas de réglementation internationale, donc en fait, il n'y a aucun moyen de régler ça aujourd'hui par des décisions internationales et des accords internationaux. Donc en gros, c'est la jungle. Et les débris spatiaux, c'est pareil. Les débris spatiaux, une fois que les autorités des télécoms ont accepté le lancement des constellations, en fait, il n'y a pas d'autorité qui peut dire « Ah ben non, mais ça suffit là, parce que… Donc en fait, l'accord se fait essentiellement sur le spectre et le fait que ça ne va pas se brouiller, et non pas sur le fait de mettre 100 000 satellites en orbite et de se demander comment ils vont… se collisionner, voire créer des ceintures en fait dans laquelle on ne peut plus faire de lancement à travers. Donc là, la NASA a récemment réagi par exemple sur l'augmentation. Starlink a demandé 30 000 satellites de plus, ils ont déjà l'autorisation pour 12 000. Ils ont demandé 30 000 de plus. Et là, la NASA a réagi auprès du régulateur télécom, la FCC, en disant là, ça va commencer à devenir gênant pour nos missions et pour un peu tout le monde. Voilà. Donc ce sont des choses qui sont en débat, qui relèvent de la gestion environnementale des désordres créés par l'humanité et qui sont non régulés. Moi, c'était ma grande surprise, c'est qu'il n'y a pas de cadre régulateur pour réguler ça aujourd'hui.